Donc pour la première fois, pour, cette formation, j'ai proposé un lien Padlet dans lequel, la majorité d'entre vous, je pense, a pu renseigner, un petit peu son activité et ses aspirations par rapport à la gestion de projet. Alors, bon, même si on a peut-être tous lu ou pas, cette partie, je propose de faire un rapide tour de table, au moins que vous puissiez, vous exprimer sur, votre expérience, votre rôle par rapport à la gestion de projet et ce que vous attendez le plus par rapport à cette formation. Et ensuite, on ira dans le concret par rapport à la semaine que vous venez de passer sur la plateforme. Je vais commencer dans l'ordre. J'ai Fiona en premier. Mmh. Bonjour, donc je suis Fiona, je travaille, chez CCI Formation justement et donc je participe à cette formation pour 2 raisons. La première, c'est me familiariser avec, justement ce dispositif pour pouvoir mieux le vendre à mes clients et également, bon, je gère des projets de formation qui sont des petits projets. Mais voilà, donc cette formation m'intéresse également afin de peut-être d'améliorer la façon dont je m'organise, d'apprendre des méthodes, et de pouvoir les mettre en pratique et peut-être être, mieux armée pour d'autres projets auxquels je pourrais peut-être participer par la suite. Très bien. Voilà. Merci Fiona. Ensuite, j'ai Lorraine. Bonjour, donc moi je travaille dans une entreprise liée au domaine de la santé. On a régulièrement des demandes du ministère de la Santé et c'est vrai qu'on n'a pas trop de méthodologie. Donc on y arrive tant bien que mal, mais voilà, c'est besoin de mieux cadrer les choses. Eh ben, c'est le bon endroit. Pas de souci. Merci Lorraine. Ensuite, j'ai Anne. Oui, bonjour. Donc, moi, je travaille dans un grand groupe dans le domaine du diagnostic médical. Et, donc, de par mon évolution de mon entreprise, aujourd'hui, je tiens un poste de chef de projet. Et donc, pour être en accord un petit peu avec ce qu'on me dit de faire, j'ai décidé de suivre cette formation. Très bien. C'est le bon endroit aussi. Ensuite, j'ai Nicolas. Eh bien, bonjour, Nicolas. Je travaille sur Rennes pour un groupement hospitalier, pour une DSI interne. Et j'ai un poste de chef de projet plus basé sur la partie infrastructure, téléphonie et système, un peu vaste, et pour lequel on est vraiment plus dans l'opérationnel. Et donc, du coup, la formation est là pour remettre une méthode et essayer de tendre plus vers de la gestion de projet que de la mise en production et autres à l'arrache. Eh ben, merci Nicolas. Marie-Anaïs. Oui, bonjour. Moi, je suis acheteuse et aujourd'hui, bien que j'ai mené plusieurs projets au sein de diverses entreprises, j'avais envie d'être plus professionnelle et d'acquérir une méthodologie plus carrée, je dirais, à mettre en place dans les futurs projets à mener. Très bien. Parfait. Merci Marie-Anaïs. Ensuite, je pense que c'est Cécile. Bonjour, donc moi je suis directrice de projet et responsable d'exploitation dans une agence de communication événementielle. Donc je fais essentiellement de la direction de projet, mais au niveau événementiel seulement. Et du coup, j'avais envie de revoir pas mal de méthodes et pas mal d'outils voilà, sur la partie management de projet pour mettre en œuvre des petites techniques et des améliorations vis-à-vis de l'équipe interne que j'ai ici. Parfait. Excellent. Et enfin, Angelina. Je travaille pour une petite société, une SS2I, spécialisée en migration de données et modernisation de systèmes. Donc la demande est partie du fait de former des gens en interne en tant que chef de projet, puisqu'on en manque aujourd'hui. Donc je me suis proposée, j'ai participé à un premier projet en mode chef de projet, seulement il me manquait la base. Il me manquait la formation aussi qui n'est pas arrivée en interne. Donc j'ai demandé à voir une vraie formation en bonne et due forme
pour prendre confiance et apprendre les techniques de base de la gestion de projet. Parfait. Eh bien, bienvenue à toi aussi. Alors, pour cette semaine, je vais partager mon écran et on va reparcourir un petit peu les différentes notions qui ont été abordées durant la semaine. Donc, cette semaine, il s'agit de la semaine 1. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Donc, semaine 1, démarrage, donc l'étape fondamentale pour avoir un projet réussi. Et en effet, pour avoir un projet réussi, l'idée de base est d'avoir, au début, la liste des acteurs, des personnes qui vont travailler au sein du projet. Donc, c'est important de pouvoir faire ce listing lorsqu'on démarre un projet pour savoir qui fait quoi et qui est responsable de quoi. Donc, le commanditaire est la première personne qui, normalement, vous sollicite. Après, le projet peut venir d'ailleurs. Mais l'idée est que le commanditaire reste un lien particulier par rapport au projet, puisqu'il est la personne qui a, entre guillemets, le portefeuille, le porte-monnaie, mais aussi c'est lui qui a pensé le projet. Donc c'est la personne à qui vous devez rendre des comptes. Quelque part, c'est aussi la personne sûrement la plus importante au sein de l'organisation du projet. Elle est généralement issue de la direction. Donc, je ne vais pas reparcourir toute la formation par rapport aux différents rôles, mais l'essentiel est que vous voyez ici qu'il y a différents rôles qui sont importants. Donc, quelque part, le chef de projet est aussi au milieu de tout cet ensemble. Ce qui est important de savoir par rapport à ces différents rôles va être la communication. Donc, je vais souvent le dire, je vais souvent me répéter par rapport à la communication, et quelque part, c'est la clé. Quelque part, vous allez communiquer au travers de ces différents corps de métier, ces différents acteurs qui agissent pour le projet. Après, il faut savoir aussi que ces différents rôles peuvent être endossés par la même personne. Il y a des catégories fournisseurs et les catégories clients. Le chef de projet est plutôt du côté fournisseur. Donc, quelque part, si le chef de projet doit endosser plusieurs rôles, il peut endosser le rôle de responsable fournisseur, chef d'équipe, et peut-être aussi support projet. Par contre, il ne peut pas être commanditaire. Ce serait plutôt être jugé parti. Pareil, il ne peut pas être responsable utilisateur. Sauf certains cas particuliers où la livraison du produit ou des livrables nécessite qu'en fait, le chef de projet est lui-même utilisateur de cette solution. Dans ce cas-là, oui, c'est possible. Par contre, qu'il soit responsable utilisateur du projet qu'il mène, ça n'aurait pas de sens. Donc, quelque part, voilà les rôles que le chef de projet peut lui endosser en plus. Après, je propose aussi d'avoir un rôle de commanditaire qui est unique. Donc, le commanditaire est la personne qui est décisionnaire, elle prend les décisions. Donc, c'est important qu'il y ait une personne qui soit à la tête de cette organisation projet pour les prendre. Est-ce que par rapport aux différents rôles qui ont été exposés, vous avez des questions, des questionnements? Non, c'est bon. Parfait. Un autre volet, c'est le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est la petite feuille de coin de table avec votre commanditaire que vous avez écrit, donc le petit brouillon qui permet de lister un petit peu tous les éléments qui sont importants pour le projet, mais vraiment les éléments de base. Donc on l'a fait avec l'anniversaire de mon neveu qui se déroulera en novembre. Donc c'est important de pouvoir lister tous ces éléments, au moins les éléments de base qui vont vous permettre de réaliser le projet, en tout cas le document qui est plus important, qui est le business case, donc le cas d'affaires. Donc même si ça reste une ébauche, ça reste important de l'écrire. On l'oublie souvent, on passe souvent de l'étape on m'a parlé du projet à business case, mais en milieu, il n'y a pas de document pour le formaliser. Donc c'est important d'avoir tous ces éléments importants, tous ces éléments listés dans un tableau. Donc le tableau est le format le plus approprié. J'ai rajouté, suite aux différents exercices que j'ai reçus, un paramètre que j'avais omis dans le cahier des charges, qui est la contrainte. C'est vrai qu'on a la partie bénéfice, la partie répercussion, et souvent j'ai vu dans la partie répercussion des éléments qui pourraient apparaître plutôt comme une contrainte plutôt qu'un effet négatif à l'issue du projet. Bon, pour comparer ces trois paramètres, bénéfice, répercussion et contrainte. Le bénéfice, c'est quelque chose qui va apporter quelque chose au projet, que ce soit un bénéfice tangible, donc qui est pécunier, qui peut se mesurer, ou non tangible. Dans le cas de l'anniversaire, évidemment, le bénéfice, il est non tangible, puisque l'idée, c'est d'être content de fêter son anniversaire, entre guillemets. Donc, ça se mesure pas, ça va pas rapporter de sous, mais quelque part, on va tous être contents et on va passer un bon moment. Les répercussions, c'est plutôt l'effet négatif qui intervient à l'issue du projet.
Donc ça veut dire que le projet se réalise et on prévoit qu'il y a un impact négatif. Bon, pour un anniversaire, peu de chance. Si un anniversaire se réalise bien, à moins qu'il se soit bastonné et qu'il y en a un qui finisse à l'hôpital, voilà, je vois pas pourquoi il y aurait une répercussion à l'issue d'une fête d'anniversaire. Et enfin, les contraintes. Donc, les contraintes sont les éléments à prendre en compte pour la réalisation du projet. Donc, j'ai eu des réponses comme il est possible qu'il y ait un mauvais temps. C'est vrai. Si l'anniversaire est prévu en extérieur et qu'on le prévoit, surtout en ce moment, là, on est en juin, mais il fait beau, il fait pas beau, on sait pas vraiment. La contrainte serait de prévoir un événement en extérieur et de pas avoir suffisamment d'éléments pour s'assurer que l'événement va bien se réaliser. Donc, c'est une contrainte à prendre en compte. Donc, ça pourrait être autre chose. Donc voilà les différences entre ces trois paramètres. Je rajouterai sur la plateforme la partie contrainte que j'avais omis, mais l'idée que vous puissiez comprendre que ces paramètres sont importants pour construire le cahier des charges. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cahier des charges? Non. C'est clair. Si, moi j'en aurais une. Juste par rapport au fait est-ce que ce sont des documents qui se partagent? Ah, bien sûr. Est-ce que le chef de projet peut partager? Parce que quand on est impliqué dans des projets, très souvent, c'est des documents dont on n'a pas du tout connaissance. Donc, la question, c'est est-ce que la bonne pratique, c'est de les partager? Ou est-ce que c'est à nous de les demander si on a des questions particulières? Donc, partager les documents, en effet, c'est quelque chose qui est important. Je pense que quelque part, quand le chef de projet construit son cahier des charges, parce que pour moi, il le construit, on peut lui donner, mais à lui de le comprendre et de se l'approprier. Donc, pour moi, il le construit. Bien aussi de le partager et de se mettre d'accord. Donc, quelque part, je bois un café avec le commanditaire, j'écris sur mes notes le cahier des charges, mais je vais le revoir après et lui partager, voilà ce que moi j'ai compris, est-ce que c'est bien ça ou est-ce que c'est autre chose? Et derrière, pour construire le business case, l'idée est de pouvoir aller avec son petit bâton de pèlerin et construire tout ce qu'il faut pour construire quelque chose de plus officiel. Donc, pour moi, il n'y a pas de confidentialité à avoir, sauf si le sujet le demande, à ne pas partager une information. L'idée, quelque part, c'est de se dire, en effet, si c'est un projet confidentiel du genre, on souhaite supprimer un site de production, oui, en effet, on va faire attention avec qui on communique, parce qu'il y a peut-être des implications derrière, avec des licenciements, donc là, c'est peut-être plus délicat. En revanche, on a l'idée d'avoir une nouvelle application pour moderniser l'écosystème de notre entreprise. Alors, le cahier des charges peut très bien être partagé. On va voir les personnes de l'informatique, du réseau, etc. Comment je vais pouvoir construire mon business case? On peut tout à fait, en effet, les solliciter en partageant les informations. Il n'y a pas de contrainte à ça, au contraire. Ok, merci. Je t'en prie, Anne. Pas d'autres questions par rapport au cahier des charges? Excusez-moi, moi je ne sais pas par rapport au cahier des charges, c'est juste par rapport à la slide précédente. Je ne faisais pas trop la différence entre le chef de projet et le chef d'équipe. Donc, quelles sont les nuances que vous faites entre l'un et l'autre? Alors, le chef de projet est la personne qui va rendre des comptes au commanditaire. Donc, c'est la personne qui est en charge de mener le projet de bout en bout, de construire le planning, de construire tout ce qu'il faut pour mener à bien le projet. Donc ça, c'est le rôle du chef de projet. Le chef d'équipe peut être endossé par peut être endossé par la personne qui tient le rôle de chef de projet. Mais si ces rôles doivent être dissociés, c'est que le chef d'équipe fait appel à le chef de projet fait appel à un chef d'équipe pour mener les différentes actions qui vont permettre l'obtention de ces différents livrables. Quelque part, c'est comme faire appel à une équipe, en tout cas à son responsable, et lui donner les actions qui vont permettre au projet de se réaliser. Alors, dans des projets que j'ai réalisés précédemment, j'ai endossé ces deux rôles. Donc, j'étais chef de projet, mais j'étais aussi le responsable de l'équipe qui était en charge de réaliser les réalisations, de configurer l'application finance pour ce client. Donc, j'avais ces deux rôles. Par contre, j'ai fait aussi appel à des chefs d'équipe pour réaliser ce qu'on appelle les interfaces. Ça veut dire que le chef d'équipe, je lui dis, ben voilà, je souhaite réaliser une communication entre une application A et une application B, et ce chef d'équipe-là, à lui, d'organiser son équipe pour répondre aux besoins. Donc, quelque part, voici la différence entre le chef de projet qui tient le business case, le budget du projet, le planning, qui organise de manière large les choses, et le chef d'équipe qui organise son équipe pour un besoin bien précis. C'est les principales différences.
Merci. Ensuite, le business case. Donc, le business case, c'est le document qui est plus officiel. Donc, on a plus de détails, on a plus d'informations. Le business case, c'est le contrat que passe l'entreprise quelque part avec vous et l'organisation qu'il y a derrière pour réaliser le projet. Donc, je ne vais pas aller dans le détail de chacun des éléments, mais quelque part, on va prendre le cahier des charges et on va extrapoler un petit peu, on va aller plus dans le détail par rapport à ce qu'on attend, à ce que l'entreprise attend. Un des paramètres qui n'est pas du tout identifié dans le business case, c'est le retour sur investissement. Le retour sur investissement, c'est le paramètre, en tout cas un critère d'acceptation de l'entreprise pour réaliser le projet. Une entreprise ne fait pas un projet pour perdre de l'argent. Une entreprise fait un projet pour en gagner. Mais il peut y avoir aussi des projets qui sont approuvés, qui ont l'obtention, en tout cas l'accord de l'entreprise d'être réalisés, même avec un ROI négatif. Par exemple, si on souhaite mettre en place un système de manière à ce que deux équipes puissent communiquer de manière efficace, alors on va difficilement mesurer que ça rapporte des sous. Par contre, on va mesurer que deux équipes peuvent se parler de manière plus rapide. Plutôt que de passer par des formulaires, elles auront une application qui sera plus intuitive et donc plus rapide. Donc tout le monde va gagner du temps. Quelque part, le gain de l'entreprise ne sera pas mesuré de manière financière, mais il y aura un gain quelque part. Donc ça, c'est le type de projet qui peut être approuvé, même avec un ROI négatif. En revanche, l'idée est quand même d'avoir une majorité de projets qui apportent à l'entreprise, dans lesquels l'entreprise investit des sous pour en gagner davantage. Et dans ce cas-là, en effet, ça reste le critère numéro 1 pour l'entreprise afin de qualifier un projet. Et l'autre élément qui n'est pas du tout prévu, en tout cas qui n'est pas initié au début dans le cahier des charges, c'est les risques. Alors, on a les contraintes dans le cahier des charges, mais les risques est quelque chose de plus important. On le verra durant la semaine 3, je crois, en détail. Donc, l'idée est d'avoir les différents impacts que peut avoir le projet lorsqu'on va le démarrer. C'est sûr qu'on peut démarrer un projet en se disant que tout va bien se passer avec la fleur au fusil, mais l'idée est qu'un projet, en tout cas un engagement, un investissement, comporte toujours des risques. Donc c'est toujours bien de les identifier. Est-ce que vous avez des questions par rapport au business case, qu'on appelle aussi en français le cas d'affaires? Oui. Oui, mais je pense que tu as répondu en partie, parce que moi, dans le cas sur lequel je travaille aujourd'hui, je trouve difficile de chiffrer les bénéfices, les coûts dans le projet qu'on a, qui est un peu ce que tu viens de dire, dans la mise en place d'une solution digitale pour échanger des documents avec des distributeurs dans le monde entier. J'ai du mal à imaginer comment est-ce qu'on peut chiffrer ce projet. Ça me paraît un peu abstrait. J'ai eu un cas dans une de mes expériences précédentes où en effet la matrice temps était importante. Alors pour ce genre de projet, si on doit mesurer les bénéfices, il faut un petit peu extrapoler ce qu'on a. Par exemple, il faut être capable de mesurer le temps que passe par exemple un opérateur aujourd'hui pour transmettre une information et pour recevoir une confirmation, par exemple, le temps utilisé. Donc pas forcément le temps d'attente, mais plutôt le temps réalisé, et de se dire, si demain il y a une application, à quoi ce temps va être réduit. Donc si on parle de temps d'attente, c'est plus compliqué, c'est plus délicat, puisque si on se dit que l'opérateur numéro A, avec la lettre A, envoie un document, une information à l'opérateur B, qu'entre-temps il se passe une semaine, mais que pour chacun, ça a duré 5 minutes chacun, en effet, le gain, il va être minime. Par contre, si entre les deux, la nouvelle application permet que l'information est transmise le jour même, alors qu'avant c'était une semaine, même si pour chacun des deux opérateurs, on a 5 minutes entre l'ancien cas et le nouveau cas, le gain pour l'entreprise, en termes de rapidité, il est conséquent. Donc, cette rapidité, en effet, c'est difficile de la mesurer, mais quelque part, il faut pouvoir après se rapprocher des différentes personnes qui travaillent sur ces sujets pour se dire quels sont les impacts financiers si, par exemple, on est en retard.
Je vais exposer un autre cas. Il y a eu des cas où si on était en retard sur la mise en application d'une certaine matière ou d'un élément, on allait recevoir une pénalité légale. Donc il faut pouvoir se dire, si l'application empêche la pénalité, donc quelque part, je sais pas, on va dire 100 000 euros d'amende, on peut estimer que ça représente un gain, donc un bénéfice, donc un manque à payer par l'entreprise, si c'est bien fait. Si on ne le réalise pas, si le projet ne se fait pas, on va payer 100 000 euros, mais s'il se réalise, on ne les paye pas. Donc il y a aussi cette partie-là qu'on peut évaluer. Ok, merci, c'est clair. Très bien, Anne. Le dernier volet de cette semaine était lié à la communication, donc avec la matrice et le plan de communication. Alors, ces deux tableaux qui sont assez conséquents, je vous le cache pas, je ne l'utilise pas à chaque fois. Pour des petits projets, c'est clairement pas nécessaire. Mais lorsque des projets d'envergure ou lorsqu'on doit communiquer auprès de beaucoup de personnes, c'est important de pouvoir avoir au moins, en tout cas, le plan de communication. Donc le plan de communication, c'est ce que vous allez mettre au départ du projet, vous dire, lorsque j'arrive à telle échéance, il faut absolument que je communique à telle personne. Donc c'est plus guidé par le temps. La matrice va plus être de l'ordre, j'ai 100 personnes auprès de qui je dois communiquer. Il y a un volet de personnes qui doivent avoir des informations par rapport à l'avancement du projet, d'autres uniquement par rapport aux ressources, donc aux personnes qui travaillent dans le projet. Donc c'est bien de pouvoir avoir cette matrice, de se dire, OK, je communique à ce sujet, qui doit avoir la communication? Donc pour moi, le plan est celui qui doit être le plus utilisé, puisque on met ce plan dès le départ, et à chaque échéance, par exemple, on arrive à la fin de notre phase d'initialisation, on regarde dans notre tableau, on sait qu'on doit communiquer sur tel sujet. Et la matrice, c'est vraiment si le volume de personnes est important au sein de l'entreprise qui doit avoir une communication, c'est important aussi de l'avoir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces deux documents? Non, c'est bon. Oui, moi j'ai eu un peu de mal à remplir le deuxième en fait pour mettre l'attendu ou le réalisé en fait. Alors quelque part, on peut avoir une case où on va cocher si c'est réalisé ou pas. Donc l'idée est d'avoir ce plan établi, et on peut tout à fait avoir une colonne. Donc on prévoit date, jalon, initialisation à fin juillet, et on aurait une colonne, donc elle n'est pas représentée ici, mais on peut avoir une colonne date de réalisation ou bien juste un commentaire qui dit fait, réalisé. Au moins on sait que ça a été fait et on n'a plus besoin de la refaire. Surtout si ce plan de communication doit être partagé, ça peut être bien de l'avoir sur un espace partagé où les gens peuvent du coup vérifier que ça a bien été réalisé. Et c'est vrai, donc je reviens là-dessus, ces tableaux sont adaptables. Donc je propose la base de ce qui doit être dans ces deux documents. Par contre, ils sont tout à fait adaptables. J'ai pas mis de date, par exemple, pour les groupes destinataires cibles par rapport à la matrice. Mais si vous souhaitez ajouter un volet lié au calendrier, c'est tout à fait possible. Pas d'autres questions? Par rapport aux différents exercices, on a déjà évoqué un petit peu le cahier des charges. C'est vrai que par rapport aux différents éléments qui sont demandés, donc il y a eu parfois quelques petites erreurs. On a compté 12 enfants au lieu de 13, donc sans compter mon neveu. Ça représente que 25 €, donc vu la grandeur du projet, on va dire que les impacts sont mineurs. On a aussi parfois mis une date au 8 novembre, mais le dimanche qui suit est bien le 10. Donc ce sont des éléments aussi qu'il faut prendre, sur lesquels il faut faire attention. Donc c'est simplement pour vous dire que lorsqu'on vous communique une information, et surtout avec un commanditaire, et ça a été mon cas avec des personnes qui étaient très haut dans la hiérarchie et du coup pas facilement accessibles, donc le peu qu'ils ont à nous dire, il faut pouvoir le capter et être sûr de bien le retranscrire. Donc chaque information est importante. Ensuite, on a eu la construction
donc du ROI, donc globalement bien réalisé pour l'ensemble d'entre vous. Je vous partagerai bien sûr le corrigé à l'issue de la classe virtuelle. Simplement pour vous rappeler que dans la partie coût du projet, l'idée est d'avoir l'ensemble des activités qui permettent au projet de se réaliser, d'être inclus dans la première phase et d'avoir cette période de réalisation des bénéfices qui inclut aussi des charges. Donc, dans le cas de notre bateau, donc la construction du bateau, la période de réalisation des bénéfices contient les bénéfices, mais contient aussi toutes les charges qu'on a chaque année et du coup qui sont imputées à notre bénéfice. Donc, c'est le retour sur investissement prend en compte ces éléments. Donc, voilà une des choses sur lesquelles je voulais revenir. Pour le processus d'escalade, c'était suffisamment clair. Je pense qu'à peu près tout le monde a bien répondu. Et je crois que c'était à peu près tout. Sauf si vous avez des questions spécifiques par rapport aux exercices. Pas de questions? Alors, la semaine prochaine, on parlera d'optimisation de vos compétences et de vos méthodes en gestion de projet. Donc, ça va vous intéresser. Reposez-vous bien durant le week-end. Prenez des forces. Et on se retrouvera donc vendredi prochain pour cette classe virtuelle. Ok. Très bien. Merci. Merci à tous. Merci. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Bonne semaine, au revoir. Au revoir.